Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour la petite vidéo du dimanche. Il y a eu pas mal de lectures, donc je vais commencer tout de suite avec celui-ci qui est un livre qui m'a été prêté par ma sœur, qui l'a lu juste avant. C'est donc Gaston de cette collection des méchants, donc Disney vilains. J'avais lu le premier tome qui était celui racontant l'histoire de la sorcière des mers et maintenant j'ai pu découvrir celui-ci avec Gaston. C'est des éditions Hachette toujours. Alors au niveau de l'histoire, on va évidemment suivre Gaston, le personnage qu'on connaît bien, qu'on a découvert dans La Belle et la Bête, mais il ressemble pas du tout à ce personnage. En fait ici on voit un garçon qui est petit, qui est fragile, qui est souvent malade, qui est assez chétif, bref, pas du tout l'image qu'on a en tête au premier abord. Il est extrêmement jaloux de son frère qui lui a un physique avantageux et de son père également. De plus, son frère, qui est pourtant le cadet, fait la fierté de son père, ce qui lui pèse énormément. Alors un jour, lors d'une partie de chasse, il va être attaqué par une meute de loups et il va être sauvé par une jeune fille, Agathe, qui est en fait une enchanteresse en fuite. Et ils vont conclure un accord, donc Agathe va pouvoir séjourner dans le domaine, le château de la famille de Gaston et en échange d'actes de bonté désintéressés de la part de Gaston, Agathe va changer son physique. Donc par petites touches, elle va améliorer son physique de façon à ce qu'il devienne tel qu'il a toujours rêvé. Ça c'est pour l'histoire, on va donc suivre ces deux personnages. D'un côté on a Gaston et d'un autre côté on aura le personnage d'Agathe. Donc j'ai vraiment bien aimé cette lecture, c'était vraiment très chouette, toujours dans l'ambiance des revisites des dessins animés, des contes de Disney. J'ai beaucoup apprécié suivre le personnage de Gaston qu'on connaît dans le dessin animé, mais ici on le voit justement avant cette partie dessin animé. On voit un petit peu ce qui a fait qu'il est tel qu'on le connaît. J'ai trouvé ça très intéressant. J'ai bien aimé voir un peu plus sa personnalité vraie et son évolution également. J'ai beaucoup apprécié aussi le personnage d'Agathe qui est une jeune fille très touchante. Elle espère vraiment beaucoup de la part de Gaston. Elle espère vraiment qu'il va s'améliorer, qu'il va changer et elle fait vraiment tout pour que ça se concrétise. C'était une très chouette histoire, le livre est assez épais mais ça se lit extrêmement vite. J'ai bien aimé la fin aussi, ça m'a surpris, le dénouement était vraiment très intéressant et ça s'inscrit pile dans la lignée justement de la suite avec le dessin animé La Belle et la Bête. Donc c'était vraiment une très chouette lecture, très agréable, j'ai beaucoup aimé découvrir le passé de Gaston. Je passe à présent à celui-ci qui est de Wicked Deep, La Malédiction des Swan Sisters. C'est aux éditions Rajo, c'est écrit ici par Chi Arnshaw. Donc c'est un livre qui me tentait depuis un moment, qui était dans ma palle d'automne et je l'ai découvert enfin. Je suis très contente d'avoir pu le découvrir parce que voilà, j'en avais entendu énormément parler, j'avais entendu de très bons échos, du coup j'avais hâte de me faire ma propre idée et de pouvoir le découvrir. Il y a 200 ans, 3 femmes qui étaient 3 sœurs ont été accusées de sorcellerie et noyées. Leur seul tort était d'être belles, d'avoir du succès, d'être indépendantes et en fait de réussir ce qu'elles entreprenaient. Donc depuis qu'il y a eu cet acte barbare bien évidemment, depuis maintenant 200 ans, la ville, donc la ville de Shadow, si je me rappelle bien, la ville de Sparrow plutôt, subit une malédiction. Donc tous les ans, au mois de juin, les Swan Sisters reviennent. Elles prennent possession de 3 jeunes filles et ces 3 jeunes filles sont l'instrument de leur vengeance. Alors j'ose pas vous en dire trop parce que je pense qu'il faut vraiment avoir la découverte, mais du coup voilà, c'est une histoire qui tourne autour d'une histoire de vengeance bien évidemment. On va suivre ces 3 sœurs qui tous les ans accomplissent le même petit rituel, qui continuent leur vengeance et dans cette histoire en fait cette année-ci, il est temps de mettre fin à cette malédiction, mais de quelle façon, comment, tout ça, je vous laisse le découvrir, je n'en dis pas plus, mais voilà un petit peu au niveau de cette histoire. Donc c'était vraiment une lecture parfaite pour l'automne, à mon avis c'est encore une lecture parfaite pour l'hiver s'il vous fait envie. Déjà la couverture elle est vraiment très belle, on peut voir, c'est comme ça dans les tons bleus et argentés, tout beau.
Donc voilà, il y a déjà ça qui est un élément bien important à noter. Sinon l'histoire est vraiment très chouette, j'ai bien aimé l'ambiance de cette histoire, j'ai bien aimé l'atmosphère, c'est sombre, c'est assez noir, on nous parle de sorcellerie, on nous parle de malédiction, de vengeance, tout ça, c'est un combo gagnant pour nous mettre dans l'univers de ce livre. Alors les personnages des trois sœurs, dans un sens ils sont assez attachants, surtout une des sœurs, je n'en dis pas plus. Si vous l'avez déjà lu, vous savez de qui je veux parler, et si vous voulez le lire, eh bien vous comprendrez en le lisant, mais du coup j'ai bien apprécié le personnage d'une de ces trois sœurs principalement. On va suivre dans ce livre donc deux personnages qui sont les deux personnages principaux. Je m'étale pas là-dessus parce que sinon je vais vous dévoiler des informations. Je préfère que vous ayez la surprise, mais voilà, j'ai bien aimé en fait retrouver ces deux personnages, suivre un petit peu leurs aventures, en apprendre un peu plus sur leur passé, sur leurs projets, voir un petit peu leur caractère. C'est assez bien travaillé, franchement c'est fluide, c'est intéressant. J'ai bien apprécié les suivre. Il y a une petite romance qui va pointer le bout de son nez, mais c'est bien amené, c'est utile dans l'histoire, donc j'ai apprécié cet élément aussi. Je me suis laissée vraiment emporter dans cette histoire, je l'ai lu extrêmement vite, je l'ai lu d'une traite, donc je pense qu'en une journée, un truc comme ça, il était terminé. C'est assez fluide au niveau de l'écriture, vous voyez, c'est assez aéré, il est pas super épais, il fait 380 pages on va dire. Franchement, si vous avez envie de passer un bon moment dans une petite ambiance sombre, sorcellerie et tout ça, je vous conseille celui-ci. Je passe maintenant à N'éteins pas la lumière de Bernard Minier. On est aux éditions Pocket. Donc c'est la troisième enquête du commandant Martin Servaz. Je vous avais déjà parlé des précédents parce que je les lis dans l'ordre. Donc on a eu d'abord Glacé que j'ai lu l'année passée en hiver. Ensuite j'ai lu Le Cercle il y a pas longtemps et j'avais envie de poursuivre avec le troisième qui est N'éteins pas la lumière. C'est une belle brique à chaque fois, mais franchement n'ayez pas peur de l'épaisseur du livre parce que ça se lit vraiment tout seul. Alors pour cette histoire, on va suivre le personnage de Christine. Donc ça change un peu. On commence pas avec le personnage de Martin Servaz. On va vraiment passer du temps avec un autre personnage qui s'appelle Christine. Et Christine, un soir, le soir de réveillon justement, elle va découvrir un courrier dans sa boîte aux lettres qui est une lettre indiquant qu'une personne va se suicider. Donc elle est un petit peu perplexe, elle sait pas trop quoi faire, elle pense évidemment que c'est une erreur de boîte aux lettres, que cette lettre ne s'adresse pas à elle parce que la lettre n'est pas signée, il n'y a pas de destinataire et tout ça, donc elle voit pas ce que ça peut avoir avec elle, donc elle se dit que c'est sans doute une erreur, mais voilà, elle se sent pas bien parce que la lettre, on sent vraiment qu'il y a une détresse qui se transmet, que c'est quelque chose de sérieux, que c'est pas une blague, donc elle est pas bien. Mais elle est censée partir parce qu'ils vont fêter le réveillon dans la famille de son compagnon qui est pas un personnage très sympathique. Elle lui en parle et lui on sent bien que ça le gave, qu'il est en mode bref, enfin c'est pas grave, c'est une erreur de courrier et voilà, on laisse comme ça. Mais comme elle insiste, ils vont quand même aller sonner dans tout l'immeuble pour demander si cette lettre ne parle pas à un autre des habitants de l'immeuble. Personne ne semble comprendre à qui est destinée cette lettre, donc ça reste là pour cette soirée. Et le lendemain, Christine va quand même aller signaler ça à la police, mais voilà, ils savent pas faire grand chose étant donné qu'il n'y a pas d'informations pour retrouver cette personne sur la lettre. Donc voilà, ça reste comme ça. Et Christine, en fait, elle est animatrice radio. Donc elle continue son travail, elle va animer son émission et elle a un auditeur qui passe un appel. Ils le prennent en ligne et là, il y a quelqu'un qui l'accuse de n'avoir rien fait, qu'à cause d'elle, il y a une personne, il y a ma voix qui part, il y a une personne qui s'est suicidée et que c'est sa faute, que c'est une horrible personne, bref, elle est toute choquée, évidemment. Plus tard, elle rentre chez elle et dans les jours qui suivent, à chaque fois, il va y avoir des choses bizarres qui vont arriver. Il va y avoir des mots d'insultes, il va y avoir des incidents très étranges. Je vous dis pas quel genre d'incident, mais voilà, quelque chose qui est assez inquiétant. Et la vie de Christine va complètement basculer. Et elle va rien comprendre en fait, ça va se faire comme ça mais super vite, d'un coup il y a tout qui bascule et apparemment la seule personne qui pourrait l'aider est un certain Martin Servaz.
Ça c'est pour l'histoire, je n'en dis pas plus, il faut vraiment le lire pour découvrir tout ça, mais moi j'ai vraiment beaucoup apprécié. Je l'ai lu super vite parce qu'il est vraiment addictif, il est prenant, malgré le fait qu'il fait plus de 700 pages. Qui fait 700 pages, pas plus, qui fait 700 pages, eh bien ça se lit super vite. On est sur un système, une formule qui marche avec des chapitres assez courts, qui fait qu'on a un rythme comme ça rapide dans la lecture. On va suivre le personnage de cette Christine un bon moment et franchement c'est très agréable. Alors évidemment il y a tout après qui s'emboîte. Martin Servaz a sa place évidemment dans cette histoire, il a d'ailleurs une place importante, mais on va vraiment suivre cette Christine et j'ai vraiment apprécié, c'était vraiment très très bien. C'est très bien fait, c'est haletant, c'est un bon thriller, franchement, n'hésitez pas si vous avez envie de découvrir les enquêtes du commandant Servaz, vous pouvez y aller sans souci. Ce personnage de Christine, on découvre une femme qui est quand même très forte, parce que malgré tous ces traumas, on va apprendre qu'elle a eu une vie assez difficile, elle a vécu des choses compliquées dans son passé, mais malgré tout ça, elle a vraiment un courage incroyable face à tout ce qui lui arrive. Donc j'ai vraiment bien apprécié. Attention, c'est quand même assez délicat pour les personnes qui sont sensibles, parce qu'il y a quand même des thématiques qui sont dures. On a le harcèlement, on a tout ce qui est violence, on a la thématique du viol, on a la thématique du suicide. Donc voilà, il y a pas mal de choses, si on n'est peut-être pas préparé, qui pourraient vous un petit peu choquer. Ça dépend évidemment du niveau de chacun, mais franchement si vous aimez cet auteur, si vous connaissez déjà les précédents romans, vous pouvez foncer et poursuivre avec la suite des enquêtes du commandant Servaz. Je continue avec celui-ci qui est Six of Crows, c'est de Leigh Bardugo. C'est le premier tome ici, on est aux éditions Le Livre de Poche. Ça fait un moment qu'il était dans ma palle et que j'avais envie de le sortir parce qu'il m'intrigue vraiment beaucoup. Donc voilà, j'ai passé le cap, je l'ai lu. Au niveau de l'histoire, on va en fait suivre un personnage qui s'appelle Kaz Breaker, qui est un jeune homme. Nous sommes dans une ville, dans les bas-fonds d'une ville qui s'appelle Ketterdam. Et donc on suit, comme je vous l'ai dit, ce personnage de Kaz. Kaz, c'est un personnage qui est ambitieux, qui est influent, qui est connu, qui est dangereux et qui est extrêmement doué pour ses talents de voleur. Et il ne crache jamais sur l'argent. Donc il est très attiré par l'argent. Et un jour, un très riche marchand qui s'appelle Van Eyck va lui proposer un marché, une sorte de mission. Donc il va lui proposer de s'introduire dans le palais de glace pour sauver un savant. Et contre évidemment la libération de ce savant, il aura sa fortune qui sera faite. Bref, il y aura beaucoup d'argent à la clé. Alors ce savant, inventeur d'une drogue qui s'appelle Jurda Parem. Et cette drogue en fait augmente les capacités, augmente les pouvoirs des Grisha. Donc c'est vrai, c'est évidemment quelque chose qui est très intéressant, mais qui peut aussi être très dangereux entre de mauvaises mains. Donc ici, l'idée c'est de récupérer ce savant, justement avant que la situation soit hors de contrôle et que justement ça devienne un danger incroyable pour tout le monde en gros. Donc évidemment, il va accepter cette mission, il va partir avec son équipe qu'on peut voir ici sur la couverture, d'autres personnages, d'autres jeunes gens au passé sulfureux, au passé compliqué, qui ont chacun leur propre talent et qui sont extrêmement efficaces, tout comme leur leader qui est Kaz. Et on va suivre justement cette aventure, cette mission. J'ai vraiment adoré, c'était vraiment super chouette, j'ai beaucoup aimé et maintenant je suis un peu frustrée d'avoir lu le premier tome et de ne pas avoir le second tome dans ma palle parce que je suis un peu bloquée. Il faudra que à un moment donné j'aille chercher le deuxième tome parce que j'ai vraiment beaucoup apprécié cette lecture. Je l'ai lu aussi extrêmement vite parce qu'on est dans des aventures, on est dans des péripéties, il y a du danger, il y a de l'action, ça bouge, c'est fluide, c'est vraiment très chouette. C'est dans un univers qui est complexe, qui est bien
construit. C'est vraiment une histoire d'aventure incroyable. C'est vraiment très très agréable. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on ne sait pas tout dès le départ au niveau des personnages. C'est vraiment au fil des pages qu'on va apprendre leur passé, qu'on va apprendre un petit peu plus leur personnalité, leur caractère, les relations entre les uns et les autres. Donc ça, c'est agréable. On ne donne pas toutes les informations dès le début. Au début, on a un petit peu plongé comme ça dans l'univers et il faut un petit peu se débrouiller, et c'est au fil des pages qu'il y a toutes les petites connexions qui se font et qu'on en apprend de plus en plus. Donc ça, j'aime bien. J'aime beaucoup cette façon de faire dans les livres de fantasy, d'aventure. Je trouve que c'est vraiment agréable d'un petit peu nous laisser chercher, d'un petit peu devoir découvrir et s'accrocher aux pages et à l'histoire pour avoir vraiment toutes les informations au fur et à mesure. Donc ça, c'était vraiment très très chouette. On va retrouver les Grisha. Donc ça, c'est bien. Enfin, j'avais bien aimé en tout cas la saga Grisha. J'avais lu l'intégrale il y a quelques temps. Donc ici, on a les personnages des Grisha évidemment qui font partie de cet univers. C'est peut-être mieux en fait de lire justement la saga Grisha avant celui-ci pour justement bien comprendre qui sont les Grisha exactement. Donc enfin moi je l'ai lu dans le bon sens. Donc pour votre bonne compréhension, il faut peut-être les lire dans cet ordre-là. D'abord saga des Grisha, ensuite cette saga-ci. Mais franchement, j'ai beaucoup aimé. C'était vraiment très très agréable. C'était une chouette ambiance. C'était vraiment très cool. J'ai hâte de pouvoir poursuivre et lire le second. Ensuite, je passe à celui-ci qui est Bon baiser du tueur de James Patterson. On est aux éditions Le Livre de Poche. Je l'ai fini justement hier. J'avais envie de reprendre un petit livre de policier. Patterson, ça marche bien avec moi. En général, ceux que je lis sont hyper fluides, j'accroche bien, c'est rythmé, c'est rapide. Et effectivement, ça a bien fonctionné parce que je l'ai lu super vite aussi. J'ai vraiment accroché à l'histoire. Le truc assez mystérieux, c'est que je pense en fait que je l'ai déjà lu, mais je sais pas comment ça se fait parce que il était rangé dans les livres qui ne sont pas encore lus, et dès les premières pages je me disais tiens c'est marrant, ça me dit quelque chose, mais j'ai continué l'histoire, je l'ai terminé bien évidemment parce que de un je me souvenais pas exactement comment ça finissait. En lisant je me disais oui ça me dit quelque chose, ça me rappelle quelque chose, un peu flou, mais de là à raconter l'histoire, absolument pas. Donc je me suis dit bah c'est pas grave, même si je l'ai déjà lu, au moins je redécouvre l'histoire comme ceci. Mais effectivement je pense que je l'avais déjà lu il y a quelques années et du coup je ne m'explique pas comment il s'est retrouvé dans mes livres à lire et pas dans mes livres déjà lus. Mais bon, c'est pas très grave. En soi, j'ai terminé celui-ci. Et donc dans cette histoire, il y a des couples de jeunes gens qui sont retrouvés égorgés, tués dans différentes villes. À chaque fois c'est des grandes villes, on a Rome, on a Paris, il y a d'autres comme ça villes, je me souviens pas de toutes, mais dans chaque pays on va retrouver un jeune couple de mariés assassinés. Et on va suivre le personnage de Jacob qui est un policier des États-Unis, je pense que c'est de New York, qui en fait poursuit les assassins. Donc ce sont clairement des tueurs en série qui changent de pays comme ça en pays et qui continuent à commettre leurs crimes. Et ce policier, il est sur leurs traces parce que ça le touche de manière très personnelle. On l'apprend dès le départ, donc je ne vous surprendrai pas avec cette information, c'est pas un spoiler, mais en fait sa fille est une des victimes de ces tueurs en série, et donc c'est pour ça qu'il est vraiment accroché à cette affaire et qu'il veut à tout prix retrouver ces assassins. Et chose étonnante, c'est que avant chaque meurtre, une carte postale est envoyée à une journaliste de Stockholm justement qui s'appelle Desi. Cette femme reçoit les cartes postales annonçant les crimes, et à cause de cela, Jacob va donc venir voir cette journaliste pour en apprendre un petit peu plus, essayer de faire partie de l'enquête et essayer de retrouver ces tueurs. Donc en gros ça c'est l'histoire, j'ai vraiment bien apprécié, comme je vous l'ai dit, c'est fluide, ça se lit tout seul, c'est un des
auteurs que j'aime vraiment beaucoup, qui fonctionnent avec moi. C'est des livres qui sont pas très épais, on tourne autour de 350 pages environ, mais ça se lit super vite. Il y a de l'action, ça bouge, on est sur des chapitres courts. Bref, tous les éléments sont là pour passer un bon moment. J'ai vraiment apprécié du coup cette redécouverte, étant donné que je suis quasiment sûre que je l'avais déjà lu précédemment. Mais voilà, j'ai bien aimé redécouvrir cette histoire. Franchement, c'était très agréable. Et du coup, évidemment, j'ai d'autres James Patterson qui sont dans ma palle et je les lirai, je continuerai évidemment avec cet auteur. Je passe à présent à un petit manga qui est Creepy Cat, c'est le premier tome. Je suis tombée dessus par hasard, il est pas très épais, c'est un livre qui est vraiment assez fin. Il est en couleur, c'est assez gothique, donc on a les tons noir, gris et rouge. Il m'intriguait, du coup je l'ai pris et je l'ai déjà lu. À l'endroit, c'est mieux. Alors ici, on va suivre une jeune fille qui s'appelle Flora. Flora qui vient d'emménager dans une grande et étrange maison. Où se trouve un chat. Un chat qu'elle va appeler Creepy Cat parce que c'est un chat assez étrange qui peut être très effrayant au début mais qu'elle va apprendre à découvrir et elle va un petit peu se familiariser aussi bien avec la maison qu'avec ce chat. Et du coup, on va suivre les petites aventures. C'est comme ceci à l'intérieur. Donc, vous voyez, il y a le petit titre, il y a la petite histoire et puis il y a un autre petit titre et la suite. Donc, c'est une petite succession d'histoires comme ça qui fait une histoire complète. J'ai bien apprécié le style des dessins. Comme je vous l'ai dit, au niveau des couleurs, voilà, on est dans des tons assez sombres. C'est assez sympa. Ça fait un petit peu penser Famille Adams. En tout cas, moi, c'est ça m'a fait penser à cela. Cette ambiance, ces couleurs, le look un petit peu des personnages, bref. Voilà, ça c'était pour ce petit manga, c'était assez sympa, c'était assez mignon. Et je termine par ma dernière lecture qui est celui-ci, Le cœur singulier de Millie Davis aux éditions Hurlevent, écrit par Sarah Yarmond, qui est un livre qui me tentait parce que j'en ai entendu que du bien. C'est une belle brique, le livre est très très beau. Je pense que vous l'avez déjà vu passer pas mal de fois sur les réseaux. Donc j'ai pu terminer cette lecture. Il fait 700 pages, je pense, même un petit peu plus. On va regarder ça. Oui, 740 pages, mais ça se lit vraiment bien. La qualité du livre est très agréable, le papier est assez épais, c'est aéré au niveau du texte. Franchement, c'était vraiment un bonheur au niveau de la lecture de ce livre. Et au niveau de l'histoire, j'ai beaucoup aimé. Donc on va suivre ici Millie qui est une jeune fille qui est écrivaine. Elle a déjà écrit un premier livre qui a eu vraiment beaucoup de succès, mais qui a aussi eu des critiques comme quoi certains faits historiques n'étaient pas corrects. Du coup, ça lui a mis un coup au moral, au niveau de sa confiance en elle aussi. Et elle décide pour la suite de ce roman, donc pour son second tome, de reprendre des études universitaires en histoire pour justement combler les lacunes qui pourrait y avoir et avoir vraiment toutes les bonnes informations au niveau des faits historiques pour son second roman. Et donc on va suivre ce personnage dans sa vie de tous les jours, dans sa vie d'écrivaine, dans sa vie à l'université, avec sa famille, avec ses amis. Au niveau de sa famille, on va la suivre avec son frère et sa sœur qui sont des jumeaux et aussi avec sa grand-mère qui est assez loufoque et folklorique. C'est un personnage assez fun. Elle, c'est une jeune fille qui est assez discrète, assez effacée, très sensible. Elle a pas beaucoup d'amis, mais elle a une amie épistolaire, donc elle s'envoie des lettres mais elles se sont jamais vues, c'est elle qui est sa meilleure amie. Donc c'est un personnage, comme le titre le dit, assez singulier et on va la suivre comme ça une partie de sa vie. J'ai vraiment beaucoup apprécié cette lecture, ça change un peu de ce que je lis d'habitude, mais j'ai vraiment apprécié ce récit, cette histoire, d'un petit peu suivre Millie, d'un petit peu plus la découvrir. Je pense que beaucoup de personnes pourront se retrouver dans le personnage de Millie Davis.
ou ont déjà été face aux situations qui sont décrites dans le livre et de ressentir ce qu'elle ressent. Donc c'est très appréciable à ce niveau-là. C'était une très chouette histoire. Il y a vraiment beaucoup d'éléments parce qu'il y a beaucoup de personnages. L'histoire évolue bien. C'est assez surprenant. Je m'attendais pas en fait à cette histoire et j'ai vraiment beaucoup accroché. Tout est dans l'émotion, tout est dans les sensations. J'ai vraiment accroché. J'ai adoré la fin, j'ai adoré jusqu'à la dernière page. Vraiment, c'était vraiment une très chouette lecture. Ça a l'air tout simple comme ça quand on en parle, mais franchement, il faut le lire, il faut le découvrir parce que moi, ça a été une très belle lecture, différente, mais vraiment très agréable, très touchante, très sensible. Et du coup, j'ai vraiment apprécié retrouver le personnage de Millie au fil des pages. Dans les livres, ce qui est assez chouette aussi, c'est la mise en page. Donc, on va avoir des lettres comme ça, de la part de Millie, donc elle envoie ça à sa meilleure amie qui est Lyra et Lyra lui répond. Donc on a des parties où on va avoir ce genre d'échange de lettres et puis on va avoir aussi des moments où on se trouve dans en fait le roman que Millie est en train d'écrire. J'essaye de vous retrouver ça. Alors là on a encore des lettres, évidemment. Quand ça veut pas. Voilà, et là on se retrouve dans son journal d'écriture. Donc on a comme ça des chapitres qui entre guillemets entrecoupent où on suit aussi bien le roman qu'elle est en train d'écrire et tout le travail qu'elle fait autour, ses échanges avec Lyra, sa meilleure amie, où elle lui explique tout ce qui se passe dans sa vie. Et alors on a eu vraiment évidemment la vraie vie de Millie Davis au fil des chapitres. Donc c'était vraiment très agréable, très surprenant. Si vous cherchez une lecture toute douce, une lecture touchante, émouvante, eh bien je peux vous conseiller celui-ci. À présent, je vais vous parler de ma lecture en cours, enfin un petit peu parce que c'est ma lecture en cours, c'est celui-ci. Donc j'ai commencé Le Temps des sorcières de Alix Harrow. On est aux éditions ici Le Rayon Imaginaire. C'est une belle brique, ça faisait un petit moment qu'il me tentait. Regardez comme il est beau quand ça fait des petits reflets rouges. Il est magnifique. Il coûte un bras, donc oui, franchement il est assez coûteux, mais il me faisait tellement envie que je me suis lancée. Et voilà, je suis là, j'ai dépassé la moitié. Il fait un peu plus de 600 pages. Il a l'air plus épais je trouve, mais il fait un peu plus de 600 pages, on va dire 620 pages. Donc j'ai dépassé la moitié, je vais pas trop vous en parler, je vais vraiment attendre de le finir. Mais ici c'est une histoire de sorcière, on est de nouveau dans une histoire de sœurs, une histoire de 3 sœurs. De nouveau chiffre 3 comme dans The Wicked Deep, apparemment c'est important en sorcellerie. Voilà, donc du coup je vais continuer ma petite lecture, ma lecture et je vous en parlerai plus la semaine prochaine parce que je compte bien le terminer d'ici là. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous en avez envie. Je vous souhaite un excellent dimanche, plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt.